Bonjour tout le monde. J'aimerais commencer juste par vous aviser que la rencontre est enregistrée. C'est que si vous ne vous sentez pas super confortable avec ça, vous pouvez désactiver votre vidéo. On va enregistrer juste toute la période de discussion, puis on va arrêter avant de faire la pause de questions. J'aimerais aussi remercier l'imprimerie de nous avoir accueillis au sein du Centre d'artistes et d'avoir facilité ces groupes de recherche d'exploration-là. J'aimerais remercier particulièrement les 3 artistes d'avoir accepté mon invitation, avec une mention spéciale pour Mivan, qui s'est lancé dans le projet Tête Première seulement avec 3 semaines d'avance. Merci beaucoup d'avoir fait ce leap of faith-là avec moi. J'aimerais commencer la table ronde par reconnaître que l'imprimerie et moi-même sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Guayakuraga comme gardienne des eaux et des terres sur lesquelles je me situe aujourd'hui. L'île appelée Montréal est connue sous le nom de Tiohtià:ke dans la langue Guayakuraga et a toujours été un lieu de rencontre pour d'autres nations autochtones. Travaillant depuis les dernières années sur un corpus d'œuvres traitant du territoire, des ressources qui sont extraites et de la violence exercée sur les habitants du soi-disant Canada, il est important pour moi de reconnaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme. Une reconnaissance de territoire agit pour moi de 2 manières. Premièrement, c'est une question de responsabilité envers la terre et les eaux qui ne sont pas des ressources à être pillées pour notre gain, mais qui devraient être vues comme un lien de parenté. L'humain, non pas comme supérieur à son environnement, mais bien comme en faisant partie. Deuxièmement, c'est une manière de reconnaître ma responsabilité en tant qu'individu blanc qui bénéficie de l'occupation du territoire et du génocide continu des peuples autochtones qui est central à la formation du Canada. C'est notre devoir de reconnaître et de comprendre l'histoire d'où nous nous situons et de nous rappeler nos responsabilités envers les peuples autochtones. La reconnaissance territoriale est pour moi une partie d'un mouvement émancipatoire qui va plus loin que la décolonisation et qui est en ligne avec une souveraineté des peuples autochtones. En disant une reconnaissance territoriale, je dis que je suis responsable de mes actions et je reconnais mes privilèges et j'encourage tout le monde à en apprendre davantage sur l'histoire du territoire et à soutenir la résistance autochtone ici et sur l'ensemble du territoire de l'île de la Tortue. Merci énormément de vous joindre à nous aujourd'hui. C'est vraiment agréable de pouvoir tenir la discussion et célébrer le travail des artistes en résidence avec vous tous. Je vais commencer par décrire brièvement le projet et je passerai la parole par la suite aux 3 artistes. On va finir avec une brève discussion avant d'ouvrir la salle aux questions. La structure de présentation du projet était composée de 2 pegboards sur pattes, pour ceux qui ont eu la chance de visiter physiquement. Les pegboards ou le maçonnite perforé est un matériel qu'on trouve souvent dans les ateliers d'artistes ou les espaces de bricoleurs. C'est un dispositif qui était construit sans colle et adhésif, qui permettait de réutiliser toutes les composantes de la présentation, donc il se voulait comme carbon neutral, qui virait vraiment dans la lignée de travail éco-sensible de l'imprimerie. Les archives étaient le point de départ du projet, où chaque artiste a été invité à présenter des objets, des carnets de notes et des artefacts qui rentrent en ligne de compte dans la création d'œuvres. À la fin de leur occupation de la vitrine, elles étaient invitées à laisser un item derrière eux qui servirait comme point de liaison entre leur pratique et la pratique de l'artiste qui allait suivre. C'est une manière pour moi d'ancrer le travail dans des réflexions autour de la dissémination de l'information, des jeux de pouvoir qui vont avec, puis du travail souvent invisible de l'artiste. Je voulais faire réfléchir au travail de l'artiste et son rôle socio-culturel. Surtout dans le climat actuel de la crise de la COVID-19 au Québec, où les lieux culturels ont été jugés comme non essentiels, il me semblait d'une grande importance de valoriser le travail des artistes et se poser des questions sur comment eux et elles nous aident à réfléchir le monde qui nous entoure. J'aimerais commencer par inviter Mivan à prendre parole, à décrire un peu l'installation qu'elle a faite dans la pratique, ses idées et ses projets qui s'en viennent. Salut, merci beaucoup Frédéric et merci beaucoup à Geneviève de l'imprimerie pour l'invitation. Moi j'ai présenté l'exposition en vitrine durant le mois de février et mars. Je vais juste commencer par parler un peu de ma pratique artistique en général. Dans ma pratique, je m'intéresse aux transmissions intergénérationnelles, à la vulnérabilité, à la résilience et au processus de guérison. Je vais m'intéresser plus à l'impact des traumas sur la mémoire collective et individuelle, puis sur l'impact des traumas sur notre identité,
nos relations, puis sur notre santé physique et psychologique. Fait que je vais utiliser plusieurs médiums pour essayer de réfléchir ces questionnements qui m'habitent, puis voir comment ça peut aussi se déployer à travers le temps. Fait que je réfléchis beaucoup la mémoire puis le trauma, puis comment ça peut, comment les deux sont connectés ensemble. Pour ce projet spécial dans le cadre de la vitrine à l'imprimerie, j'ai décidé de présenter mon projet Article Number, qui est un projet que j'ai commencé depuis le début de la pandémie. Fait que je pense que la pandémie, ça a été vraiment quelque chose de très déstabilisant pour tout le monde, puis ça a vraiment créé comme une espèce de perte de repère totale pour beaucoup de personnes. Fait que quand j'ai commencé à lire vraiment les articles de journaux, qu'on a commencé vraiment à comme comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer, pour moi, ça a tellement été envahissant. Genre, ça a été vraiment comme une émotion qui était très anxiogène, si on peut dire. Fait que j'ai comme été vraiment intéressée à savoir comment cette pandémie évoluait au sein de notre société, puis comment ça pouvait aussi faire soulever d'autres problèmes de société qui étaient déjà existants dans notre société au final. Fait que, Fred, est-ce qu'il fallait que je présente juste rapidement ma pratique ou bien je parlais vraiment de mon projet aussi? Je peux faire un peu des deux, c'est pour donner une idée un peu au monde. OK, c'est bon. Je ne vais juste pas trop prendre de temps. Non, vas-y. Tu peux décrire peut-être une couple des objets qui sont dans la vitrine, comme ceux qui sont en avant, là? Oui, fait qu'au fond, on voit ici quelques objets qu'on peut voir au milieu. On a vraiment une installation de témoignages puis de citations qui proviennent d'articles de journaux. Fait que toutes ces citations, c'est des personnes qui ont écrit par rapport à certaines revendications ou des réalités qu'ils pouvaient vivre par rapport à différents enjeux. Fait que ça pouvait être des enjeux par rapport au racisme systémique, à la violence envers les femmes. Ça pouvait être aussi sur les enjeux écologiques, puis aussi juste sur le système de santé qui a vraiment eu un énorme impact quand la pandémie est arrivée. Fait que je me suis vraiment intéressée aux différentes luttes qui étaient présentes durant la pandémie, puis comment ces luttes pouvaient s'entrecroiser entre elles, puis comment certaines injustices pouvaient vraiment être relevées par rapport à ces différentes luttes. Fait que c'est ça qui m'a vraiment intéressée. Fait que j'ai décidé de sélectionner certains écrits qui venaient démontrer non seulement une lutte, mais aussi une résilience à travers tout ça. Fait que je les ai écrits sur des papiers calques que j'ai décidé de faire ça un peu d'une manière un peu brouillon, comme on peut voir. Tu sais, j'ai vraiment voulu genre transférer un peu ces espèces de mémoires ou ces espèces de choses qu'on essaie de dénouer, comme on essaie de déballer d'une certaine manière. Fait que j'ai décidé de les écrire sur une transparence, parce que je travaille aussi beaucoup la transparence dans ma pratique. Que la transparence, pour moi, c'est vraiment une manière de pouvoir atteindre notre vulnérabilité. Puis l'opacité, ça représente un peu nos mécanismes de défense. Fait que de le mettre tout de suite sur une transparence, c'est d'une volonté de vouloir nous dévoiler à travers ça. Fait qu'il y a vraiment comme une espèce de geste où que je viens comme chiffonner le papier, puis on vient le rouvrir. Fait que c'est un peu ça l'idée derrière mon projet. Fait que ça, c'est vraiment, il y a plusieurs étapes qui se forment, qui vient à travers ce projet-là. Fait qu'on a premièrement les recherches à travers les articles de journaux, puis ensuite, on a aussi la sélection des écrits. J'ai mis sur le papier calque, puis ensuite, là, c'est seulement sur le papier calque, mais là, je continue mon projet dans le cadre de la résidence où que j'ai scanné. Fait que là, je suis en train de les scanner, puis ça va être imprimé en grand format pour finalement être capable de faire une installation. Puis après ça, on voit différentes lectures aussi que je me suis intéressée à travers la pandémie. Fait qu'on a de Corona Crash, qui est vraiment tout ce qui est comme post-corona, corona, COVID. Puis comment on peut réfléchir en fait l'impact de la pandémie pour notre société, puis c'est quoi les apprentissages qu'on a eus. Et il y a aussi un autre livre qu'on peut voir qui est un peu plus orange, qui s'appelle The Care Manifesto, qui est plus axé sur comment on fait pour réfléchir à une société qui est plus autour des valeurs de se prendre soin. Fait que je me suis beaucoup intéressée
être capable de pouvoir comme créer des collectivités puis des communautés qui sont beaucoup plus avec des valeurs qui permettent de pouvoir prendre soin de l'un et l'autre. Et on a aussi quelques objets qui sont des maquettes, au fond, des anciennes maquettes que j'ai faites d'autres projets. Et il y a aussi des sketchbooks où que je fais des croquis, puis c'est toutes mes réflexions un peu, mes premières réflexions quand je crée. Fait que c'est ça. Merci, Mivan. Merci. Michael, tu veux-tu prendre le relais? Oui. Oui. Oui, donc je me présente, Michael. Je suis une artiste visuelle travaillant le textile et récemment mélangeant quand même la vidéo, l'installation et le son. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va être de réécrire l'histoire, la réécriture de l'histoire par le tissage. Puis je m'intéresse beaucoup aux communautés noires en général. Donc, je le dis je le dis au pluriel parce que communauté noire, on a tendance à le mettre au singulier, et alors que c'est des vécus complètement divers. Donc, je m'intéresse à plusieurs discours, aux archives. Et là, pour ce projet-ci, je me suis intéressée aux archives de ma famille, d'Haïti et de mon pays d'origine. Puis, c'est aussi la première fois que je m'intéresse aussi profondément à mon pays d'origine qui est ben, c'est un peu difficile, honnêtement, de travailler sur son pays d'origine quand ça fait si longtemps qu'on est loin de son pays. Puis, j'ai migré ici à peu près en 2000. Donc, l'idée de la légitimité de mon discours me perturbait vraiment beaucoup. Puis, j'avais tendance à me poser beaucoup de questions, à poser beaucoup de questions à mes parents. Puis, c'est un peu drôle à dire, mais je le dis assez souvent, mais mes parents, c'est mes archives vivantes. Donc, je leur pose vraiment beaucoup de questions. Et je pense que pour un pays comme Haïti, il y a beaucoup de savoir qui reste oral. Donc, ce n'est pas nécessairement dans les archives papier qu'on va les trouver, mais dans les archives vivantes, donc les gens qui y vivent et qui ont vécu encore là-bas. Donc, pour moi, de poser beaucoup de questions à mes parents me permet aussi d'avancer dans ma pratique. Puis là, dans les images qu'on peut voir, peut-être faire un arrêt sur une image. Ah, OK, tu l'as fait. Dans l'image qu'on peut voir là, ici, j'ai vers la gauche un tissu qui est... en fait, c'est un transfert d'image que j'ai fait par chaleur. Ces 3 images qui ont été posées puis qui ont été découpées. Puis c'est une image, 2 images d'Haïti et une image du Canada. Puis c'était un premier essai pour voir comment je pouvais allier un peu mes souvenirs du Canada et d'Haïti, considérant que j'ai migré ici assez jeune. Puis de voir souvent les photos de famille, des fois je voyais comme juste de voir les arbres, de voir l'eau, de voir la mer, de voir un lac, de voir le ciel. Il y a des choses qui diffèrent, mais à quel point elles diffèrent aussi. Puis des fois, je pouvais voir une photo en tellement gros plan que je n'avais pas nécessairement le déclic que c'était Haïti ou que c'était le Canada. Donc, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir jouer avec les deux finalement. Puis je me suis lancée, comme on peut voir au milieu, vers quelque chose d'autre qui est encore Haïti. Ça, c'était vraiment ma première, my first attempt, ma première tentative avec Haïti que je n'ai pas tellement appréciée, bien honnêtement. J'ai préféré celle d'à côté. Puis celle d'à côté, ça a vraiment été plusieurs recherches. Puis c'était basé sur un ouvrage qui s'appelle Sur les pas de Diogène. Et c'est un auteur qui réfléchissait finalement à ce que pouvait être un leader pour les communautés LGBT en Haïti. Puis comme je vous ai dit depuis le début, j'ai migré ici assez jeune, donc ma connaissance par rapport aux communautés LGBT en Haïti, elle est assez moindre. J'ai pas énormément de choses et mes parents, c'est pas nécessairement les meilleures références non plus pour me donner quoi que ce soit par rapport aux communautés LGBT. Donc, j'ai fait mes recherches par rapport à ça, puis je suis tombée sur cet ouvrage-là. Et déjà, l'idée d'un leader, de ce que représente un leader, ça m'intéressait beaucoup parce que j'avais déjà fait un travail par rapport à ça. Puis j'essaie de voir finalement qu'est-ce que pouvait être un leader en Haïti qui représenterait les communautés LGBT. Puis dans cet ouvrage-là, l'auteur le stipule tout de suite. Ce personnage est peut-être un personnage inventé, mais de plusieurs personnes qui ont réellement existé. Puis j'ai trouvé que c'était intéressant parce que je n'avais pas la certitude finalement de savoir qui était ce personnage, mais juste l'idée que quelqu'un comme ça aurait pu exister. Puis j'ai recréé le drapeau d'Haïti à l'effigie de ce personnage qui n'existerait peut-être pas. Et on voit juste une forme d'un homme parce que Diogène est ou était un homme. Puis j'ai repris quelques images d'archives de Jacmel, qui est une ville en Haïti.
J'ai fait quelques recherches aussi dans un autre centre qui s'appelle le Syndicat, où j'ai pu discuter avec une autre archive vivante qui est Franz Voltaire, qui est quelqu'un de très, très, très reconnu en Haïti, puis qui a décidé de créer un centre ici à Montréal, que je remercie énormément pour ça. Puis grâce à lui, j'ai pu avoir des... La clé du succès de Respire, c'est la communauté. Je m'appelle Justine Hutto, je suis la fondatrice de... Énorme. OK. Ouais, donc c'est ça. Donc j'ai pu avoir beaucoup d'images de Jacmel, une ville en Haïti, pour créer le personnage. Là, l'image au centre est en noir et blanc, mais elle reprend vraiment la couleur rouge et bleue d'Haïti. Là, on peut voir à côté un pan qui est rouge, puis normalement, de l'autre côté, il y a un autre pan qui est bleu. Mais vu que c'était mes tests, mes essais-erreurs sur les tissus, j'ai tout amené à l'imprimerie pour pouvoir montrer un peu de quoi avaient l'air mes recherches. Puis j'ai gardé aussi un livre de Mivan. Honnêtement, j'arrive plus à voir c'est quoi. Je sais plus ce que j'ai gardé, mais je sais que ça avait un lien. C'est lequel, Mivan? C'est The Care Manifesto. OK. Bon, j'avoue, je ne l'ai pas lu, mais j'ai quand même aimé juste le titre de Care Manifesto parce qu'il y avait quand même quelque chose pour moi, parce qu'on dit que le commissariat, c'est to care about, c'est le latin de curare, donc de faire attention à. Puis je trouvais que c'était quand même intéressant d'être dans la position dans laquelle je suis, donc d'être haïtienne au Québec qui réfléchit à des enjeux qui se passent en Haïti, mais en ayant quand même comme référence des choses qui sont au Québec. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose presque de commissarier finalement ma façon de voir ce que pourrait être un leader haïtien en Haïti. Donc c'est un peu loin, mais c'est comme ça que je l'ai envisagé. Puis c'est un travail qui a été terminé, puis qui est présenté actuellement au Centre Clark jusqu'au 19 juin, si jamais vous avez la possibilité de voir l'exposition. Merci. Merci, Michael. Manu, est-ce que tu veux finir avec ça? Oui. Pour ma part, je fais une pratique principalement en photo performance et en photographie, en plus d'utiliser parfois le texte dans mes projets. Je me suis intéressée ces dernières années à comment ne plus être caractérisable en tant que sujet photographié. Et je me suis aussi intéressée à la question de la documentation photographique, plus précisément à la question de la trace de ce qu'on laisse apparaître et donc perdurer à travers le temps. Mais je travaille aussi en tant que photographe. Donc, je documente des projets d'expo, des œuvres d'art, des performances aussi. Et ça vient également habiter ma pratique artistique. Le projet que j'ai... en fait, le projet en cours qui a été exposé dans la vitrine, c'est un projet qui est vraiment à ses tout débuts, pour lequel j'ai en fait repris un schéma que j'avais dessiné en 2019 c'était dans le cadre d'une conversation pour bien comprendre et faire comprendre ma vision des choses à une personne. Et ce schéma est réapparu en fait dans mes pensées lorsque, pendant le premier confinement, j'ai voulu faire des portraits à partir de mon appartement, mais en pointant l'objectif vers le point géographique d'où se situait la personne. Donc, j'ai profité en fait de la résidence pour tester certaines images. Et j'ai finalement évacué la notion de portrait, ou plutôt de l'autre qui est photographié. L'autre n'était finalement pas le sujet. Il s'agissait plutôt de l'impossibilité de voir ce qui n'est pas soi. Donc, la caméra se dirige vers l'extérieur, tout en restant à l'intérieur de l'appartement. Donc, il y a ici une analogie, on pourrait dire, entre l'intérieur de soi et son espace domestique. L'espace domestique devient cet intérieur, une paroi opaque qui agit différemment, en fait, de la grille de lecture du sujet 1. Je ne sais pas si on a une image, Frédéric, du schéma ou du texte. Plutôt du schéma, non. Hein? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est... Dans le fond, le schéma est constitué de deux sphères avec entre les deux une grille que j'appelle la grille de lecture. Donc, le sujet 1 et le sujet 2 se lient à travers cette
grille de lecture et tente de se comprendre, mais n'y arrive pas, justement à cause de la grille de lecture et du point de vue. Donc, voilà, cette grille de lecture-là, en fait, devient, si on veut, le mur de l'appartement, la paroi, qui est finalement tout autant une embûche pour appréhender ce qui est extérieur à soi. Donc, c'est un projet qui est en cours. Il n'a pas été résolu, mais il a été du moins travaillé pendant cette résidence-là. Donc, voilà. Merci, Manu. Et oui, j'ai gardé aussi Decker Manifesto de l'expo de Mivan et le print sur tissu où on peut voir la silhouette d'une tête de personne, si je ne me trompe pas, Michael. Donc, j'ai gardé ça. Je trouvais que ça résonnait quand même bien avec mes éléments. Voilà.